Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Oui, allons à Yorokogia le 2 octobre prochain. Kumba, on s'intéresse à ces vendeurs de micro, franchement. Allons, on s'intéresse à ces vendeurs de médicaments considérés comme menant une activité illicite, illégale. On sommes à 112 heures de l'ultimatum de Ali Touré. Une activité illicite et illégale par nécessité. Par nécessité. Parce que la pharmacie centrale, ou en tout cas les activités des pharmaciens professionnels, ne couvrent pas l'ensemble du territoire guinéen. Il y a des zones et des personnes qui se sont investies ou dans lesquelles on a investi pour pratiquer cette activité qui, bien sûr, même les acteurs reconnaissent qu'elle est illégale, mais qu'elle se réalise par cette nécessité-là et que plus de 5000 personnes, dont environ 3000 diplômés sans emploi, exercent dans ce secteur. Ouais. Il me semble qu'à Mandiana, chez vous, il n'y a pas une pharmacie qui quelqu'un m'a signalé cela hier. C'est le frère Jonas Mukamba qui me posait la question de savoir, il aurait appris qu'il n'y a pas de pharmacie chez nous à Mandiana. En tout cas, je tiens cela de plusieurs sources, qu'il n'y a pas une pharmacie digne de nom, une pharmacie préfectorale chez vous. Comment on fait pour se procurer les produits à Mandiana? Mandiana et voilà toute son extension, parce que Mandiana aujourd'hui c'est l'une des préfectures les plus peuplées à cause de l'or, à cause du métal jaune, donc de l'or. Donc il y a du monde à Mandiana, il y a du monde à Sigri. Quand on me fait savoir qu'il n'y a pas une seule pharmacie d'installer à Mandiana, dans toute la préfecture de Mandiana, mais je prends la tête. D'accord. Oublions Mandiana, revenons sur les faits. Bien. Alors, monsieur le procureur spécial près la CRIEF avait signé un communiqué annonçant l'interdiction sous quinzaine de toutes les activités de vente de médicaments sur toute l'étendue du territoire national. Ouais. Ce communiqué expire dans 72 heures. Et ce communiqué concerne des activités menées par environ, selon plusieurs sources, 5000 personnes, dont 3000 étudiants diplômés sans emploi. Et il semble que cette activité perdure en Guinée. Certaines disent avoir pratiqué la vente illicite de médicaments par nécessité depuis bientôt 20 ans. Ouais. Alors, il y en a qui pensent que malgré que cela soit un fléau selon les professionnels de la santé, que le délai est assez court, qu'il fallait quand même donner au moins entre 5 mois et 1 année pour permettre aux acteurs ayant un stock important de l'écouler et de s'en débarrasser pour pouvoir se reconvertir dans d'autres activités génératrices de revenus. Il y en a qui pensent que les autorités devraient plutôt analyser la situation de la disponibilité des médicaments sur toute l'étendue du territoire national avant d'interdire cette activité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les préfectures, les sous-préfectures ne disposant pas de pharmacies publiques, puisqu'on sait que ces pharmacies ont été supprimées avec, si vous voulez, la mise en parenthèse du pouvoir de Ahmed Sékou Touré. Donc, il fallait quand même que l'administration réfléchisse sur des possibilités de construction de pharmacies au niveau des sous-préfectures et au niveau des préfectures. Des dépôts de la PCG. Et des dépôts de la PCG. Évidemment, s'il n'y a pas de pharmacie, le dépôt ne pourra pas livrer. Parce que le dépôt livre aux pharmaciens qui vendent à la fois le produit et les conseils. Donc, des acteurs pensent que le délai est assez court. Ça va engendrer beaucoup de pertes parce que des médicaments seront certainement déversés dans les dépotoirs et qu'ils solliciteraient qu'il y ait quand même une petite rallonge un moratoire leur permettant de se débarrasser du stock qu'ils disposent. À défaut, ils pensent qu'on pourrait quand même regarder le côté social pour leur permettre d'évacuer ce qu'ils ont. Mais ce côté social violerait certainement le côté scientifique. Les professionnels de la santé estiment que c'est un très grand fléau qui ferait assez de victimes. N'oubliez pas que quelqu'un a perdu ses 2 enfants il n'y a même pas 2 semaines à cause, si vous voulez, d'un insecticide que ses enfants auraient, que sa famille, les membres de sa famille auraient inhalé. Alors,
aujourd'hui, et c'est l'information FIM-FM, il y a une rencontre selon nos sources qui est prévue entre le procureur spécial, les services de sécurité et les services de santé pour réfléchir de quelle manière cette décision sera effectivement mise en œuvre dans les prochaines 72 heures. Donc, les vendeurs... Donc, la décision semble être plutôt du côté des autorités. On semble fermer la porte à toute négociation. Donc, elles veulent passer à l'exécution de la décision. Des sources de valeur m'ont confirmé. Des sources de valeur... Parce qu'on est allé très vite avec une telle décision. 15 jours pour que tout le monde ferme boutiques, portes et fenêtres. C'est quand même assez rapide. Oui, des sources de valeur, j'insiste là-dessus, m'ont confirmé qu'il y a une réunion prévue cet après-midi avec les services de sécurité et les services de santé pour réfléchir de quelle manière on doit prêter main forte à la mise en œuvre de cette décision dans les 72 heures. Alors, insistons sur le problème. Vous fermez les pharmacies par terre, c'est vrai que vous sauvegardez certainement des vies à cause des produits inappropriés à la consommation humaine. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de procéder à un contrôle de ce produit-là pour que l'approvisionnement puisse être toujours possible pour des zones qui ne disposent pas de notamment dépôts, pour des zones éloignées. Des zones très éloignées et des zones même isolées. Et je pense que à Koundoua dans Mali, il serait difficile de trouver un paracétamol. Chez moi, dans mon village à Koumbia, on appelle l'hôpital Cotrine. Bien. C'est-à-dire, vous avez mot de tête, c'est Cotrine. Mot de ventre, c'est Cotrine. Mot de cœur, c'est Cotrine. Cotrine, voilà. Partout. Allez-y, Mamadou Ourié, sur l'ultimatum de Ali Touré aux vendeurs de produits pharmaceutiques. D'abord, il y a une vérité qui est connue de tous, c'est que le commerce du médicament rapporte à 100%. Donc, on se fait beaucoup d'argent en étant dans ce commerce-là. Dans cette activité, on a vu beaucoup qui se sont fait beaucoup d'argent là-dedans. Encore que certains y vont, comme Akumba l'a dit, parce qu'ils ont fini leur étude et qu'ils n'ont pas trouvé quoi faire. Donc, le premier boulot qui leur tombe sous la main, c'est de mettre le petit montant qu'ils ont dans la vente des médicaments. Il y a une autre évidence, c'est que le faux médicament tue. Et en conséquence, il faut le prendre comme un crime organisé. Sauf que nous ne voyons pas ceux qui sont, je veux dire, appelés à lutter contre ce crime-là, c'est-à-dire les services spéciaux. Je ne vois pas Malik sur le terrain parce qu'on ne lui laisse pas ce terrain. On voit plutôt la CRIEF sur ce terrain-là. Je me pose la question. Et on avait déjà mené ce débat-là sur de quoi se mêle Ali Touré. Ce débat, on l'avait mené. Normalement, ça revient aux services spéciaux qui en font la lutte. Comme c'est fait toujours le cas avec Tchegoro quand il était aux commandes des services spéciaux. Évidemment. Maintenant, le délai qui est donné de je ne sais pas de combien, de 15 jours, il est très court. Je suis d'accord que c'est effectivement court. On peut commencer par un processus. D'abord de décantation. De contrôle. De contrôle, parce que j'ai dit que le faux médicament tue. Il faut déjà contrôler quels sont ceux parmi ceux qui pratiquent les pharmacies par terre qui vendent des médicaments qui sont d'abord faux. Là, il faut commencer d'abord par les fermer. Ceux qui, plus ou moins, ont des produits acceptables, leur donner évidemment le temps qu'il faut, soit pour échanger ces produits contre d'autres produits qu'ils peuvent vendre. Ils peuvent peut-être se muer dans les cosmétiques ou dans autre chose, mais il faut leur donner ce temps-là qu'ils évacuent ces produits ou soit, je sais pas. Donc les raccorder moratoire. Vous leur donnez les valeurs correspondantes au stock qu'ils ont, qu'ils rachètent autre chose. Mais si vous venez saisir les stocks, vous appauvrissez. Si vous venez fermer tout, voilà. Déjà vous l'appauvrissez, vous le mettez au point zéro, étant donné que ils ne vendent pas forcément du faux médicament. Je suis d'accord que ceux qui en vendent du faux, je suis d'accord parce que tous ne vendent pas forcément que du faux médicament, parce que ça entre par le port et il semble qu'il y a des missions de contrôle qui passent régulièrement pour voilà. Franchement. Donc, encore, il faut faire par méthode, par une méthodologie qui ne crée pas de nouveaux chômeurs, de nouveaux pauvres en même temps. Merci. Allez-y, Talibé, Lincoln. Oui, cette fois-ci, monsieur le procureur va quand même dans un sens qui n'est pas bon. Vous savez pourquoi? Il fallait d'abord commencer par une étude de terrain. Nous sommes en Guinée. Conakry même, est-ce qu'il n'y a pas des endroits où on vend les faux médicaments? Les 33 préfectures de la Guinée, il y a des préfectures qui n'ont pas de pharmacie, vous le savez, où il n'y a pas de dépôt de la pharmacie centrale de Guinée. Les 300 et quelques sous-préfectures
connaissent aussi ces vides. Il y a même des centres de santé qui n'ont pas de pharmacie. Mais bon, pas pour vous couper, oui. je voulais, en parlant de la pharmacie, je voulais rappeler que Dr Konaté, qui était là-bas à la PCG centrale, avait commencé à développer un plan de proximité, si vous voulez, de décentralisation, assez poussé même de la pharmacie centrale de Guinée, de sorte à avoir une cartographie très développée, justement, de la pharmacie centrale, qu'elle soit auprès des citoyens. Maintenant, est-ce que le schéma continue? Actuellement, ça, je n'en sais rien. On aurait commencé par ça, on aurait commencé par mettre les dépôts de la pharmacie un peu partout en Guinée, même dans les villages, mais à cette allure, même si on donnait 2 ans sans qu'il n'y ait de solution sur le terrain, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de pharmacie à Makaferedou entre Kisdougou et Banakoro. Il n'y en a pas à Kosankoro. Il n'y en a pas à Tokounou. Mais quand les gens tombent là-bas, vous voulez qu'ils viennent jusqu'à Conakry prendre les médicaments ou quitter chez eux pour venir pratiquement à Kisdougou? Non, ils ne le feront pas. Même si à côté, quelqu'un vend du faux médicament, c'est un faux espoir pour eux que le malade sera guéri. L'État est défaillant, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de politique de pharmacie dans ce pays. On ne peut pas réussir cette lutte. C'est une utopie. Vous avez toutes les volontés du monde, mais vous ne réussirez pas tant que vous n'allez pas implanter dans tous les périmètres de la Guinée ce qu'on appelle des pharmacies. Envoyez tous les bérets rouges un peu partout. Ces bérets rouges finiront par acheter eux-mêmes des faux produits parce qu'il n'y a pas de pharmacie là où ils se trouvent. Merci Nikon. Allez-y, Talibé. Oui, très rapidement, on a une minute pour clore. En fait, personne n'est opposé à ce qu'il soit mis fin à la vente illicite des médicaments. C'est un phénomène que nous dénonçons depuis des décennies. Parce qu'il faut rappeler que sous le régime, le premier régime, il y avait un système de dispensing de médicaments, puisque c'était l'État qui assurait tout cela. Il n'y avait pas à l'époque de pharmacie privée. Donc, tous les centres de santé, tous les hôpitaux disposaient de pharmacies, leur permettant donc de doter les populations en médicaments. Maintenant, à la chute du régime Sékou Touré, il y a eu un vide. Il y a eu un vide parce que la pharmacie centrale n'approvisionnait pas régulièrement et totalement tous les centres de santé. Et ensuite, bien évidemment, on a vu que on avait même des unités de fabrique de médicaments. Par exemple, l'usine de Kenkina de Sérédou. Il y avait une usine. La Guinée, je crois, a été le premier pays à disposer d'une telle usine. Donc, vous savez de quoi vous parlez? Malheureusement, l'État a vous étiez la question. J'ai vécu à Sérédou. Oui, la question de la prolifération des médicaments illicites. Les médicaments douteux, elle s'explique par l'absence de l'État. L'État étant absent, eh bien, les privés ont pris, l'informel a pris pour combler le vide. Pour combler le vide. Donc aujourd'hui, moi je ne vois comme pas. Comme on dit généralement, la nature a horreur du vide. Voilà. Donc aujourd'hui, comme Akumba l'a dit, il faut contrôler les médicaments dont disposent ces vendeurs non autorisés. Faire le tri. S'assurer quels sont les médicaments de bonne qualité qui peuvent être vendus encore en attendant ce moratoire. C'est cet exercice d'abord qu'il faut se livrer. Et le temps aussi qu'on puisse ouvrir des pharmacies partout à l'intérieur du pays. Très belle analyse. Et l'autre problème à Bakar, c'est que ces vendeurs de médicaments, pour beaucoup, ils sont là depuis 15 ans, depuis 20 ans. Il faut les réformer. Il faut les réformer. Vous le savez, pour ouvrir une pharmacie, il faut avoir notamment un diplôme pour le faire. Si moi, Talibé, qui ne suis pas pharmacien, j'ai le moyen d'ouvrir une pharmacie, mais il faut me faire parrainer par un pharmacien, qui est le spécialiste habilité donc à manipuler les médicaments. Donc il faut aider à les réformer pour pouvoir répondre aux besoins, tant en termes de ressources humaines. Je pense que c'est ça qui aurait été une politique intelligente, une politique mais réfléchie de la part de l'État, au lieu de tomber à bras raccourcis pour faire une sorte de razzia complète. Il faut aller étape par étape pour aider ces gens-là à se reconvertir, même en restant dans cette activité, en normalisant plutôt leur travail. Aboubakar, les produits pharmaceutiques ne doivent pas être manipulés par les non-professionnels. Pas des mains malhabiles, on peut dire ainsi. Pour notre santé. Et je pense que les parties prenantes devraient nous expliquer quel est le processus prévu. Et je pense que si les parties prenantes ne s'expliquent pas, elles auront donné de la valeur au trafic de médicaments. Bien, oui, Mohamed et Kabina, alors finalement tout le monde va s'expliquer. Non, moi ce que je veux dire, sous pression là-bas. Oui, parce que ce sont les pharmacies qui posent problème aujourd'hui.
Parce que les prix des produits pharmaceutiques ne sont pas abordables. Sont hors de portée. Lorsque vous allez pour acheter un comprimé, une plaquette qui coûte 100 000 francs, et dans une pharmacie, vous trouverez ailleurs à 50 000 francs guinéens. Donc c'est ce problème qui pose. Les produits ne sont pas prohibés. Peut-être il faut parler de la conservation des produits. Ouais. Allez-y à Madina, vous retrouvez les mêmes produits à Madina que dans les pharmacies. Et ce sont les pharmacies qui sont produits dont la date d'expiration est intacte. Ouais. Mais les médicaments qui tuent, ceux pour lesquels vraiment ils doivent se battre, l'inspection générale se battre, ce sont les produits qu'on appelle les produits dits aphrodisiaques. Ouais. Certains jeunes se sont adonnés aujourd'hui. Oui, non, à cette méthode. Mais aussi Mohamed, parce que on n'en parle pas assez souvent. Il y a comme des fabriques de médicaments, de médicaments douteux dans certains coins de Conakry, entretenus par c'est pas de la xénophobie, par des étrangers. Notamment, on accuse souvent les Chinois de faire dans cette activité où on installe des fabriques clandestines de médicaments. Après, on déverse sur le marché. C'est là-dessus qu'il faut vraiment appuyer, mais pas contre ceux qui importent officiellement, qui font venir ces produits dans des conteneurs, qui sont vérifiés, qui sont contrôlés, etc. Ne créons pas d'autres frustrés. C'est une activité aujourd'hui rémunératrice. Ouais. Il faut juste ça fait plusieurs fonds d'ouvert, cabinet. Il faut l'encadrer, surtout. Merci. Mais j'insiste là-dessus. C'est un conseil que je veux donner. Écoutez très bien. Les jeunes qui s'adonnent aux aphrodisiaques, avocats, ça tue. Aujourd'hui, ce sont les comprimés contrefaits. Bien. Mais si vous n'êtes pas physiquement bien, ne prenez pas ces aphrodisiaques. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes piquent des crises dans les chambres. Oui, c'est l'une des causes. Ils se réveillent au matin, ils n'ont plus vie parce qu'ils sont tombés. On ne sait pas ce qu'ils ont pris. Yeah. Ce sont ces produits aphrodisiaques qui prennent. Donc c'est pourquoi il y a des morts dans les motels. Exactement. Bien. Parce qu'il faut contenir cela. Merci. Cabinet, en 30 secondes. Je viens conseiller. Bien, cabinet. Très rapidement sur ce ultimatum de Ali Touré. Il faut s'appuyer sur le plan de relance du secteur de la santé, notamment dans le plan le PNDS 2015-2024. Il prévoit donc la relance donc de ce secteur-là, ce qui prend en compte donc la question des intrants au niveau des hôpitaux, mais aussi ça questionne et il y a des solutions qui ont été avancées pour résoudre en réalité notamment la question le déficit de produits pharmaceutiques et même ce qu'on peut peut-être appeler les déserts médicaux, puisqu'il en existe énormément chez nous. Il faut y aller là-bas, il y a des solutions et le document, le PNDS 2015-2024, il existe, il faut fouiller. Et il y a bel et bien des solutions. Des pistes de solutions. Voilà, Mirador continue.